C'est le jeune homme qui chasse ses parents de chez lui, ça. Mais moi, je voudrais ajouter quelque chose, Jacques, à la remarque que vous avez faite sur les temps plus longs avec ces planètes. Voilà, c'est ça. Voilà. Saturniennes. Voilà. C'est que les rythmes qu'on découvre aujourd'hui avec ces planètes, qui sont de l'ordre de 5 siècles au fond, puisque si on part du principe d'une bizarrerie astronomique du cycle Neptune-Pluton, qui veut que 3 révolutions neptuniennes soient 2 révolutions plutoniennes, on arrive à un rythme de 500 ans. Voilà. Et ce rythme de 500 ans est aussi proche de la planète Eris, qui est pour moi la 10e planète du système solaire. Je développerai un jour ce là le double de Pluton. Et or, ce cycle de 4 fois 5 siècles, en gros à la louche 2 millénaires, est un cycle qui existe de toute antiquité, qui remonte à l'Égypte. C'est-à-dire que les historiens l'avaient décrit bien avant nous. Donc, si vous voulez, ces cycles longs, ils sont utilisés par les astrologues depuis la plus haute antiquité. Donc, il n'y a rien de surprenant à ce qu'on découvre avec ces transsaturniennes aujourd'hui, des cycles qui, en plus, ont à peu près les mêmes valeurs numériques que ceux qui avaient été intuitivement formulés par les anciens. Oui, effectivement, oui. C'est vrai qu'on découpe le temps, bon, effectivement. Bon, maintenant, les historiens, parce que vous parlez des historiens, quelle est la valeur, vous savez, il y a 2 choses, il ne faut pas surévaluer le rôle des historiens. Moi-même, je suis historien, il ne faut pas surévaluer le rôle des historiens. Bon, ils ont un point de vue, est-ce que l'histoire est une science? À ce niveau-là, certainement pas, d'ailleurs, en plus. Elle est une science quand il s'agit d'étudier des événements précis. Maintenant, quand elle s'amuse à décrire des grandes périodes, souvent on s'aperçoit après que ça ne tient pas debout. J'ajoute que ça a été dénoncé à l'histoire du Moyen-Âge, la Renaissance, c'est des trucs qui ont été dénoncés largement. Et puis c'est presque du religieux, parce qu'il y a aussi une instrumentalisation de la chronologie à des fins politiques, à des fins idéologiques, à des fins religieuses. On essaie de dire que telle période est terminée pour permettre à un nouveau processus de se déclencher. C'est aussi de la manipulation, il ne faut pas oublier. J'ajoute que je ne parlais pas des ères astrologiques, mais non, mais même l'ouvrage que je suis en train de préparer qui mettra en évidence un calendrier qui a été exprimé notamment par l'alchimiste Fulcanelli dans la fin de ses œuvres, et qui évoque ces 4 âges du monde avec des valeurs de 600 ans. Et ce calendrier-là, je montrerai que dans le livre, qu'il était connu et utilisé par les Égyptiens, qu'il a été gravé par les Templiers dans leur prison de Chinon, et c'est quelque chose qui est récurrent et qui montre que ce cycle de 4 fois 500 ou 600 ans n'est pas nouveau dans la pratique. Non, là vous avez un argument là, l'argument il a le mérite au moins d'être formulé de manière intelligente, c'est effectivement, est-ce qu'il n'est pas intéressant pour l'astrologie de tenir compte des rythmes et des cycles que l'humanité a perçus empiriquement et sans l'astrologie, et de les rapprocher de l'astrologie. Bon, ça me paraît effectivement intéressant. Bon, bien qu'il y ait toujours des astrologues aussi, donc c'est un problème. Mais enfin, effectivement, si aujourd'hui, par exemple, on avait des travaux de gens qui ne sont pas astrologues et qui disaient un certain nombre de choses sur la cyclicité de certains types d'événements, eh bien, on n'aurait plus qu'à les rapprocher de certaines notions astrologiques. Ce qu'il y aurait, c'est d'avoir le dialogue, c'est-à-dire d'avoir en face de soi quelqu'un qui, lui, a des travaux, où il a fait aussi des travaux de type structurel au niveau de la chronologie, et de dire, tiens, c'est curieux, vous avez fait une courbe comme ça, et nous, en astrologie, on a aussi une courbe qui fait comme ça. Bon, c'est vrai que ça ouvre un débat extrêmement intéressant. Alors, la question de savoir pourquoi ce débat n'existe pas. Est-ce qu'il est mal posé? Effectivement, ce serait très simple, par exemple, de dire, voilà, les sociologues ont fait apparaître une courbe qui avait des périodicités de tant d'années. Bon, eux, ils l'ont validé avec leurs propres outils, et puis nous, on montre que cette périodicité correspond à telle configuration astrale qui se reproduit. Bon, pourquoi ça n'existe pas? Alors, ça n'existe pas pour différentes raisons. Il y a des gens qui ont travaillé là-dessus. Je prends l'exemple de l'un de mes astrologues préférés, qui est Kepler, qui a travaillé sur un sujet que vous connaissez d'ailleurs très bien, vous, Jacques, puisque vous en avez parlé à plusieurs reprises, qui est le cycle Jupiter-Saturne, avec les 800 ans dans les 3. Là, effectivement, on n'est pas dans les transsaturniennes.
et qui amène en fait, quand on étudie bien ce qu'a écrit Kepler sur ce cycle Jupiter-Saturne, il y a un cycle de 2400 ans, 3 fois 800 ans, pour faire le tour complet du zodiaque. Et c'est exactement ce que décrit Fulcanelli, par exemple, ce cycle de 2400 ans, en tout à fait avec une autre approche, dans d'autres termes. Mais là, on a encore un exemple où des intuitions vont rejoindre les calculs de l'astrologue. C'est très surprenant, quoi. Non, mais là, moi, je parlais de gens qui sont... je crois que le cycle de Jupiter-Saturne, il est de 800 ans, en fait. Non, j'ai bien étudié le problème. En fait, tous les 800 ans, on va retrouver les mêmes triplicités. Mais comme on va les retrouver, on va retrouver un point qui va être en bélier, par exemple, puis en sagittaire, puis en signe de feu, au sens large. Mais pour faire le tour complet du zodiaque, cette petite aiguille-là, c'est 3 fois 800 ans, c'est 2400 ans. Parce que toute la tradition keplérienne, etc., c'est 800 ans. Hein. Fulcanelli, c'est pas la même époque. Hein. Fulcanelli, c'est le XXe siècle. Le début du XXe siècle. Kepler, c'est la fin du XVIe siècle. Oui, mais non, mais c'est possible. Non, mais moi, je parle pas de ça. Je vous donne un exemple sur un point concret. Je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui, nous avons un dialogue possible entre ce qu'on parlait de validation? Est-ce qu'on a un dialogue possible qui existe entre, d'un côté, les recherches sur le temps en astrologie et les recherches qui ont été menées par d'autres chercheurs avec d'autres moyens et qui pourraient être mises en rapport? Oh, mais ça renvoie à un autre sujet. Est-ce que l'astrologie peut être considérée au niveau scientifique et au niveau de... Non, je n'ai même pas posé cette question-là. Je vais poser, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut mettre en rapport? Voilà. Est-ce qu'on peut mettre en rapport? Évidemment que les travaux astrologues pourraient être mis en rapport avec des sociologues, avec... Ah bon? Eh bien, écoutez, justement, la question, c'est de savoir quels sont ces travaux d'astrologue, comment doit s'exprimer l'astrologue pour justement pouvoir dialoguer avec d'autres disciplines. Il y a des façons de procéder qui sont visiblement inacceptables et qui ne passeraient pas. Donc il faut savoir quelle est la formulation la plus raisonnable, la plus modeste, la plus simple pour pouvoir dialoguer. Par exemple, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on pourrait proposer à un sociologue ou un historien? Non, c'est vrai, là vous avez raison, Jacques. Je vois mal comment le discours que je vais avoir dans mon prochain livre sur le calendrier de Fulcanelli, mais que connaissaient les Templiers, le gravet dans la prison de Chinon, qui est un cycle de 2400 ans, qui décrit le retour périodique des 4 âges du monde que les Grecs aussi avaient anticipé, décrit, que les Égyptiens connaissaient. Je vois mal comment aujourd'hui un sociologue peut prendre ces notions-là au sérieux, effectivement. Je vois mal comment... ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que ce qui est intéressant dans votre approche, si vous voulez, c'est qu'elle a au moins le mérite de la simplicité. C'est-à-dire qu'effectivement, et d'ailleurs c'est le problème à un moment donné, les astrologues, ils ont un peu marre d'être dans la complication, dans la complexité, et vous, par exemple, parce que quand par exemple vous étudiez un certain cycle, là au moins on le suit à peu près, je veux dire, c'est quelque chose de simple. Donc si vous voulez, moi je vais pas vous psychanalyser, mais en vous écoutant, je me dis, voilà quelqu'un qui en a marre d'avoir toutes ces complexités de cycles qui s'entremêlent, qui s'interagissent, etc., et on ne sait pas très bien où on va. Proposons un super cycle, proposons un truc global qui soit relativement simple. Parce qu'effectivement, la simplicité, c'est quand même le problème de l'astrologie. Elle n'arrive pas à être simple. Elle n'arrive pas à... Elle change constamment ses règles du jeu. Une fois, on va parler de telle planète. Une autre fois, la fois suivante, on va parler d'autres planètes. On a besoin d'un prestidigitateur qui sort tout le temps des lapins de son chapeau. Et puis tantôt, c'est le cycle machin, tantôt, c'est le transit truc, tantôt, c'est la progression, ça. Et ça foisonne dans tous les sens. Là, effectivement... vous semblez réagir contre cela, bon, avec votre tempérament et votre démarche, vous semblez réagir en disant, ben voilà, essayons au moins de montrer quelque chose de simple. Parce que là, par exemple, ces cycles de 600 ans dont parle Fulcanelli, quand on étudie la manière dont ça se répartit, on trouve des apparitions des grands prophètes tous les 600 ans. On a Abraham, on a Moïse, on a les grands du 6e, c'est-à-dire Bouddha, Pythagore, etc. On a le Christ et on a Mahomet.
Et tout ça est égrené avec une périodicité étonnamment régulière de 600 ans. Oui. Que les anciens décrivaient, que Fulcanelli est à ma connaissance le dernier à avoir fait réellement la synthèse. Et c'est vrai que moi ça m'intéresse parce que je crois que je commence à assumer le côté mystique que je considère être au centre de l'astrologie et être décomplexé par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a une vingtaine d'années, j'étais un astrologue très soucieux d'avoir une sorte d'aura scientifique. Oui, ça vous a passé. Maintenant, ça m'est complètement égal. J'ai une astrologie, je suis partisan d'une astrologie décomplexée par rapport à une approche un peu mystique du monde. Ah oui, mais c'est bien de le dire. C'est pas la peine d'utiliser. Moi, j'aime bien les gens qui sont clairs, qui n'utilisent pas le langage qui ne correspond pas à ce qu'ils font. C'est pas la peine d'utiliser un vocabulaire pseudo-scientifique quand on est dans la mystique, effectivement, c'est pas sérieux. Il faut pas essayer de... Bon. Et c'est en ce sens que je vous l'accorde, il y a des approches astrologiques qui font qu'on a du mal à dialoguer potentiellement avec des sociologues. Oui. Mais effectivement, si on prend cet exemple concret que vous mettez sur le tapis de ce... Bon, simplement, c'est un exemple. Alors, de deux choses l'une, hein, ou bien il fait sens il fait sens astrologiquement, parce que pour dire l'astrologie, ce serait un grand mot. Je préfère employer l'adverbe, parce qu'astrologie, quelque part dans l'astrologie, il y a autre chose que cet ordre-là. Mais l'astrologie, avec un grand A, comme un tout d'un seul tenant, ça c'est pas sérieux. Donc astrologiquement, on pourrait peut-être, c'est pas donc, il ne faudrait pas dire pour l'astrologie, mais astrologiquement, dans tout ce qui existe au niveau astrologique, qui pourrait avoir une signification astrologique, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait correspondre à cela? Et on pourrait très bien répondre par oui ou par non, d'ailleurs. Enfin, on n'est pas obligé de l'accepter. C'est tout ce qui est chronologique qui n'est pas forcément de l'ordre de l'astrologie. Tous les événements qui se produisent ne sont pas forcément de l'ordre de l'astrologie. Donc, de toute manière, on n'est pas obligé d'essayer d'expliquer astrologiquement le phénomène que vous décrivez d'après Fulcanelli. Ce n'est pas une obligation absolue. Hein. Je ne sais pas si vous pensez qu'il faut expliquer à tout prix les tremblements de terre ou les tsunamis ou je ne sais pas quoi par l'astrologie, Madame Noël. Non, ça n'a pas un grand intérêt. On peut se retrouver effectivement confronté des fois à des phénomènes curieux qu'on observe, mais tout n'est pas de l'ordre astrologique. Ah, voilà. Ceci dit, on est tout de même dans une cosmologie aussi, on est dans le macrocosme, hein, on est dedans, la vie, tout ce qui nous entoure est dedans. Mais je ne dirais pas que l'astrologie domine l'ensemble du tout. Je ne sais pas, vous pouvez le dire si vous avez des arguments, c'est toujours intéressant. Non, c'est intéressant, c'est argumenté. Puisque je ne le pense pas. Oui. Alors, revenons un petit peu sur vos expériences. Alors, vous avez, parce que c'est intéressant, vous êtes quand même en France une des personnes qui donc n'hésite pas à faire des prévisions et à prendre des risques en fait. Vous avez expliqué ça. Pas des risques pour les autres, des risques de ridicule, mais oui, non, mais on a bien compris. On a bien compris. Ça, je veux bien vous le faire. Mais est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu la rétrospective, le bilan un petit peu de vos expériences que j'ai pu avoir dans ce domaine-là. Voilà. Qu'est-ce qui vous vient comme ça de manière anecdotique? Je trouve qu'il y a des choses donc, qui se prévoient plus facilement que d'autres. Hein. J'ai fait pas mal de pronostics sportifs, notamment il y a 4 ans avec la Coupe du Monde de foot. Vous allez le refaire là maintenant? C'est fait déjà, si vous avez vu ça. Non, mais on peut la Coupe du Monde de foot, ce qu'on peut faire avec le football, je vais vous expliquer d'ailleurs pourquoi, ne va pas forcément être reproduisible avec du rugby ou avec un match de tennis ou autre chose. Parce que, dans le cadre de la Coupe du Monde, on est dans une pièce nationale. Ceux qui gagnent, on voit bien, on sait tous comment ça. Le peuple entier du pays vibre, ça amène un impact économique très important. Le rugby n'a jamais amené un phénomène comme ça. Donc, à ce moment-là, moi je sais que pour ce genre de travaux spécifiques à la Coupe du Monde de foot, j'ai réutilisé, les aspects des pays, à partir de leur date de dernière constitution. Et puis, cette année, par contre, j'ai complété ça quand même avec les entraîneurs, puisque c'est un peu eux qui fédèrent l'équipe et qui sont un peu le point commun de l'équipe.
Et bon, et on arrive, bah écoutez, il y a 4 ans, j'avais les 3 dans l'ordre, hein, enfin pas dans l'ordre, mais les deuxième et troisième qui n'étaient pas dans l'ordre, mais j'avais les 3 quand même, et notamment le vainqueur. La qualification France-Irlande, là récemment, ça a très bien fonctionné comme ça aussi. Donc là, j'ai donné mes pronostics pour celle de cette année. Là, on va le faire dans cet esprit-là. Bon, les présidentielles, c'est assez facile aussi, ça, je dirais, hein, il y en a un à la sortie qui rit et l'autre qui pleure, hein, en astrologie ou astrologiquement parlant, ça se voit facilement quand même. Hein. Donc, c'est pas des notions particulièrement compliquées. Alors oui, c'est des prises de risque, mais bon, qui ne risquent rien. Pourquoi vous dites que c'est différent pour le rugby et le football? Parce que le rugby n'a pas le même impact économique sur un pays. Ah oui, c'est ça. Hein, donc on est dans un mouvement économique très important lorsqu'un pays gagne une coupe du monde de foot. Hein, donc c'est un événement national. Votre démarche consiste à dire, voilà, s'il y a eu, c'est-à-dire en aval, c'est-à-dire que voilà, si l'événement s'est produit, les gens, il a eu des effets psychologiques favorables, économiques favorables, donc si je constate ces effets économiques, si je constate des effets favorables après coup, ça veut dire que l'événement s'est bien passé. Si les effets ne sont pas positifs, c'est que ça s'est mal passé. Moi, je ne fais pas les prédictions après que les événements soient arrivés. Hein. Je vous dis tout de suite, parce que j'en ai plein. Hein, non, je ne parle pas de ça. Je parle des prédictions sur ce qui va se passer après l'événement. Oui, c'est-à-dire que vous avez là encore une atmosphère. Une atmosphère, c'est la lecture d'une atmosphère, d'une harmonie, à ce moment-là, qui va permettre de voir qui chante et qui pleure. Hein. Donc on voit tout de suite où va se situer plus à même Donc vous prenez la température, voilà, si je comprends bien. Exactement. Voilà, donc voilà, j'aime bien cette... Ça c'est très bien comme expression. Oui, mais justement, de prendre la température, ça veut dire, voilà, à un instant T, on prend la température au niveau astrologie. Sur des faits très précis, voilà. Oui, on n'est pas donc voilà, donc on est bien dans cette idée de... On est dans l'événementiel. Non, on est dans l'événementiel, mais un événementiel ponctuel. Voilà. C'est ça, c'est l'événement. Voilà, je crois que de plus en plus, l'astrologie bascule, hein, c'est le grand shift de l'astrologie actuelle, elle bascule dans le thermomètre, en fin de compte, c'est-à-dire... voilà, Ceci dit, j'ai fait aussi un article sur Pluton qui rentre en Capricorne parce que je trouvais que c'était un événement important et que ça allait changer des données aussi, ça. Et là, à ce moment-là, quand j'ai listé un petit peu les pays qui étaient sous le signe du Capricorne et donc il y avait des chances aussi de trembler avec cette arrivée de Pluton, là on était dans de l'événementiel sur une durée. Bon, Haïti, les Capricornes, ascendant Capricorne, on a vu les effets. Moi, en décembre, une jeune femme d'Haïti m'a contacté suite à l'article que j'avais fait en me disant, écoutez, j'ai une médium autour de moi qui me dit qu'il va y avoir un super tremblement de terre en Haïti, qu'en pensez-vous? Je me suis un peu plus plongée sur la situation d'Haïti. Effectivement, il y avait des transits à ce moment-là très durs. Mais comme je lui dis, comme une bonne astrologue honnête peut le faire, ces transits-là marquent quelque chose de difficile, mais on ne peut pas dire que ça va être 10 minutes d'un tremblement de terre. Ça peut être aussi un phénomène politique, ça peut être des choses comme ça. On est quand même dans une symbolique aussi d'événements. On n'est pas voyant. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Et donc, je dis effectivement, Haïti traverse une période très difficile, d'ailleurs, qui va se reproduire encore fin août. Il pourrait peut-être bien y avoir une autre secousse fin août, moindre que celle qui a été faite, mais un petit peu. Mais je lui dis, écoutez, il y a un Pluton trigone à la Lune, qui quand même amène une réorganisation positive du pays, et avec des cycles lents, justement, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas à 15 jours près. Donc, un transit de Pluton trigone à la Lune, effectivement, il y a des marges d'erreur au niveau des ordres qu'on va utiliser. Et cette femme-là, moi, je dis, écoutez, je vois ça à partir de fin décembre, mais non, c'était à partir de l'arrivée des aides de tous les pays en direction d'Haïti que ce Pluton trigone à la Lune a pris tout son sens. Oui, donc, mais cette femme-là, on était donc mi-décembre, et quand mi-janvier, je me suis dit, bon, il ne s'est rien passé, les choses devraient aller, que j'ai ouvert mon poste et que j'ai vu cette situation terrible. Là, on est confronté, oui, effectivement, sur du ponctuel, mais qui aussi, parce que c'est pas fini, l'Indonésie qui est sous le signe du Capricorne est rendue à son 5e ou 6e tremblement de terre, là, depuis 1 an et demi.
Donc l'entrée Pluton en Capricorne a eu déjà la crise immobilière, les subprimes, les institutions et tout ça sont en train vont finir de flamber d'ailleurs un peu à mon avis cette année, avec certainement une disparition de l'euro qui s'en suivra. Alors justement, donc si on essaye de parler, disons, sur cette question de... vous venez de parler de l'euro, effectivement, c'est un sujet qui est tout à fait intéressant. Alors, à votre avis, l'euro est-il en danger ou en crise, ou est-ce qu'on n'y reviendra plus? Vous avez un problème de réversibilité. Tout dépend de la façon dont la crise va être gérée. Et tout dépend des moyens qu'on va pouvoir mettre. Mais là, on rentre dans un débat plus politique ou plus... Non, je parle d'astrologie. Astrologiquement, est-ce que, par principe, quand vous étudiez quelque chose... Ah, j'ai pas fait, moi, la notion. Non, mais je parle pas... Vous l'avez peut-être travaillé. Non, je parle de votre philosophie. Votre philosophie de la preuve. Est-ce que quand vous étudiez quelque chose, vous étudiez à quel moment le processus qui a produit cette chose va partir en sens inverse? Je vous pose la question. On étudie le rythme. Le rythme, donc forcément, s'il y a réversion, on va le... Ah bon, alors dans le cas, quand vous étudiez Pluton en Capricorne, où est-ce qu'elle est la réversion? Qu'est-ce que vous voulez dire? À partir de quel moment ce que tel facteur a apporté, qu'est-ce qui va faire qu'éventuellement ça partira en sens inverse? Pas forcément. Pas forcément. C'est une modification. Ah, d'accord. Donc il n'y a pas. Donc vous n'avez sur cette notion de réversion. Voilà. Donc mais il faut que ce soit très clair. Voilà. C'est bien ce que moi je suis là pour faire des constats. Donc effectivement, vous ne vous considérez pas comme obligé en tant qu'astrologue, déontologiquement, de poser la question de savoir à quel moment ce que j'annonce repartira dans l'autre sens. Je pense que l'humanité avance toujours en... vous parlez des marées, une marée, il y a la marée, puis il y a un flux, il y a un reflux. Alors le flux, d'accord, mais le reflux, moi je pense qu'on ne peut pas être astrologue sérieusement si on n'étudie pas le flux et le reflux. N'ayons pas peur du ridicule. Alors, moi je vais prendre un risque, je dirais que la pleine lune du 26 juillet prochain s'avère particulièrement au centre d'une période astrologiquement critique, qui pour moi pourrait justement être lié à une mise en danger extrêmement grave de l'euro. Oui. Parce qu'on est dans des cycles avec un carré Jupiter... Ah non, mais de toute façon, l'euro, personne ne conteste qu'il soit menacé. Mais ça va durer combien de temps, cette menace? C'est ça la question qu'on viendra poser à Madame Noël. Je pense que du 25 juillet à la fin du mois de juillet, au 31 juillet, on est dans une semaine qui peut s'avérer particulièrement critique, pour moi, particulièrement décisive. C'est le paroxysme de la crise. Après, suivant l'ordre qu'on va utiliser, des influences de transit ou autres, moi j'ai évalué ça jusqu'à fin mi-septembre. La pleine lune de septembre risque de rechanger un petit peu, recalmer le jeu. Mais tout l'été est très chaud et cette période-là est particulièrement chaude. Bon, alors quand vous dites ça... Je suis tout à fait d'accord avec Madame Noël pour dire que rien n'est encore écrit, mais non. Et que ça dépend comment la crise va être gérée. Mais l'astrologue, c'est de souligner qu'à telle période et à telle période, c'est là qu'on est. Un rythme s'accélère. Voilà, que c'est là qu'on est dans un frottement. C'est pour ça qu'on rejoint les musiciens. On est plus dans cette lecture de partition de musique que dans cette notion de dictature des mots ou des prédictions. Attendez, je vais essayer de comprendre ce qui vient d'être dit là. C'est pas. Alors, donc, d'abord, effectivement, il y a un risque à double sens là, parce que moi j'entends des gens qui risquent de dire que les choses vont durer trop longtemps, qu'ils ne le feront, et d'autres qui disent que ça risque de durer beaucoup moins longtemps que ça ne le fera. Donc voyez-vous, là il y a un problème de calibrage. Vous risquez de dire que quelque chose va s'arrêter, alors que ça ne va pas du tout s'arrêter, et que ça va mettre beaucoup plus de... Qu'est-ce qui vous amène à penser que ça ne s'arrête pas à un moment? Ah ben ça, attendez, on peut en dire... personne ne dira que ça ne s'arrête pas à un moment, mais vous proposez une date extrêmement proche. C'est-à-dire qu'on est dans la crise, après, qu'est-ce que font les hommes avec cette crise-là, et puis il y a toujours... La crise, elle est actuelle, la crise, elle existe. En France, on n'en dit pas grand-chose, mais moi j'ai des amis à Prague qui sont en contact avec des Russes, et ce qui se dit apparemment en Tchécoslovaquie, en République tchèque, pardon, aujourd'hui, et même en Russie, c'est que l'euro est foutu, grosso modo, que le système européen... Non mais les gens ils disent ce qu'ils veulent, c'est notre problème, ça c'est...
Oui, mais c'est dit par les économistes, je veux dire. Oui, d'accord. Non, ils disent ce qu'ils veulent. Alors, je pense qu'ils ont peut-être, j'espère qu'ils ont tort d'abord, je dis qu'ils ont peut-être tort, mais qu'il y a des périodes où effectivement on risque d'être plus dans des périodes de basculement, et notamment... Non mais Madame Noël, elle dit que, je crois que je n'ai pas entendu, que ça va, il y aura un mieux, vous avez donné une date tout à l'heure, il y a quelques instants. Oui, déjà, moi, c'est ça que j'ai capté. Sur mon article qui est présent sur le net, j'ai dit que c'était quand même cet été, d'ailleurs il y a même eu en 2004 des Tibétains à faire un article sur l'India Delhi qui prévoyait déjà un été 2010 très difficile aussi, en disant aussi qu'on allait rentrer dans une peur collective. Alors une peur liée à quoi? Il y a beaucoup de choses qui font peur, le manque d'argent, le peur du voisin, etc. Sur quelques années, et qu'après, il y allait avoir comme une révélation, d'ailleurs qui correspond tout à fait aux prédictions du calendrier Maya, d'un nouveau monde qui se met en place, une nouvelle... Alors, vous vous rendez compte, alors là, on bascule. Alors là, on rebascule dans un truc énorme. Il ne faut pas oublier non plus le changement à notre époque de hiérarchie qui est en train de s'établir. Internet est en train de faire basculer une hiérarchie verticale qui est vieille de millénaires pour aller vers une hiérarchie horizontale. Ah oui. Et donc là, c'est la fameuse ère du Verseau, d'ailleurs, avec cette notion de solidarité, d'altruisme, d'aide, de liberté. Attendez, le passage des... Vous n'êtes pas obligé de faire apparaître cette histoire d'ère du Verseau quand on travaille simplement sur l'astrologie mondiale. Mais c'est pas une obligation. On est aussi à très peu de temps de l'entrée de Pluton, alors sur une base plus lente, mais en 2023, Pluton entre en Verseau. Oui. Hein, donc, et alors, aussi, ça peut être bon, d'accord. Non, mais ça c'est au niveau d'une autre. Oui, mais ça c'est au nom d'une. Vous parlez tout à l'heure du calendrier Maya. On connaît bien cette histoire de 2012, mais enfin, est-ce qu'on est vraiment censé utiliser cette référence quand on parle vous savez, oui. Parce qu'à ce moment-là, vous savez très bien. Enfin, nous savons tous très bien. Moi, je suis un historien de prophétie. C'est aussi des histoires de calendrier. Non, mais la grande tentation, on sait très bien que ça a toujours été comme ça dans toute l'histoire de l'astrologie et du prophétisme, c'est de surinvestir les événements qui se produisent. Ça s'est toujours produit. C'est quelque chose c'est une des premières choses que l'astrologue doit savoir, c'est qu'il va forcément surinvestir ce qui se passe au moment où il vit. Bon, alors donc, d'où la tentation, disait les transspiritualiennes, d'où la tentation de parler du calendrier Maya, d'où la tentation de parler de l'ère du Verseau, parce que là, c'est de le très long terme. Et d'ailleurs, entre parenthèses, ça nous ramènera à un autre sujet, d'ailleurs, qui est intéressant. Je ne sais pas si vous connaissez nos discussions sur le masculin et le féminin, mais il faut bien dire les choses comme elles sont. Une phase extrêmement longue, ça n'est plus de la cyclicité. C'est une sorte de jeu. Si je parle du cycle de 26 000 ans, par exemple, bon, bien, c'est un cycle. Mais soyons sérieux. Si je dis par exemple à un président, par exemple, imaginons quelqu'un qui prend le pouvoir et dit écoutez, moi je reste au pouvoir 50 ans, et puis au bout de 50 ans, on verra. Il faut être sérieux. Ce type-là, il va pas partir après. Quand on vous propose des cycles très longs, c'est comme s'il n'y avait pas de cycle, c'est comme s'il n'y avait pas de phase. Tout dépend de ce qu'on étudie, bien évidemment, M. Alborn. L'astronome va être sur des cycles énormes. Mais l'astronome, justement, le sociologue va être sur des durées déjà un peu moindres. Maintenant, on est tous, ça dépend de ce qu'on étudie. On va se porter sur les cycles qui nous Non, mais on n'est pas obligé de faire le grand écart entre l'étude de la lunaison et l'étude de cycle planétaire et de parler ni de l'ère du Verseau ni des calendriers Maya. C'est pas une obligation. Non, mais on est dans une époque où beaucoup en parlent. Donc on peut aussi ne pas passer à côté. Mais ça risque aussi de faire Et puis pourquoi on n'en parlerait pas puisque c'est présent? Ça risque d'interférer avec la qualité de votre travail, parce que vous dites une chose sur un certain sujet, ben voilà, vous vous en tenez à ce sujet-là, vous n'êtes pas obligé de le combiner avec autre chose. Vous savez, comme on dit, le mieux est l'ennemi du bien. C'est pas parce qu'on va vous dites, plus on en rajoute, mieux ça vaut. Ben non, parfois on rajoute un truc qu'il fallait pas rajouter. Non, mais là, je regarde ma montre. Il est 11h, je me sers de la grande aiguille, de la petite aiguille, j'ai même la trotteuse. Ouais. Et pour moi, c'est la même chose. On peut très bien avoir en tête, en toile de fond, des cycles de très longue durée.
et se servir des lunaisons comme de matrouteuses. Ah oui, mais vous, effectivement, là, c'est vraiment c'est vraiment les deux extrêmes, là, effectivement. Mais le problème de la lunaison, non, mais la lunaison, attendez, il faut quand même dire, la lunaison, c'est quand même aussi l'étude de toutes les planètes qui se produisent à un certain moment, hein. Donc c'est pas un si grand écart que ça. Parce que dans votre lunaison, il fait le thème d'un moment donné, et à ce moment donné, il y aura Pluton, il y aura Saturne, il y aura Jupiter, etc. Bon, donc il faut pas dire il travaille que sur la Lune. Donc, sa lunaison, elle va inclure la totalité spatiale du système solaire. Bon, donc d'ailleurs c'est intéressant. Vous savez, l'autre jour, goutte d'eau qui fait déborder le vase. L'autre jour, il y a une dame qui me disait, moi je n'utilise les planètes lentes que en maison, par exemple. Parce qu'effectivement, en maison, l'avantage des planètes en maison... Mais elle les utilise pour quoi? Pour des événements, des humains... Non, pas peu importe. C'est là où c'est important. Attendez, madame, je suis en train d'expliquer. Elle les utilise en maison... Le débat n'est pas là. Elle les utilise en maison parce que, à chaque instant, la planète lente peut se trouver dans une des 12 maisons. Elle n'est pas dans un signe donné indéfiniment. Donc ça, on l'utilise dans l'individualité d'un être, mais... on peut très bien le faire dans le thème, vous parlez du thème de tel et tel pays ou de la lunaison. Par exemple, dans la lunaison, on peut faire des maisons aussi. Ah mais tout à fait, donc, il y a une idée, il y a une tendance actuelle qui est assez développée, qui consiste à dire, les planètes lentes dans le zodiaque, c'est pas très intéressant. Ah non, ça n'a aucun intérêt. Si, c'est intéressant pour le mondial dans les planètes. Mais pas pour la notion d'un individu. Voilà. Qu'un individu et son Pluton en Verseau, qu'est-ce qu'on s'en fout? Voilà, c'est ça. Voilà. Il y a tellement de monde qui a Pluton en Verseau. Et c'est pour ça qu'elle le met, et c'est pour ça qu'on les met dans les thèmes. Parce que ce qui explique pourquoi ces planètes transplutoniennes ont pu être acceptées par l'astrologie, c'est parce que dans le thème astral, on peut rajouter tout ce qu'on veut. Puisque de toute façon, il sera en aspect, il sera en maison, il sera ceci, il sera cela, quelle que soit sa vitesse ou sa longueur, il trouvera toujours sa place dans le thème astral. Le thème astral, c'est une auberge espagnole, vous pouvez y mettre, c'est une système complètement ouverte. Vous rajoutez un truc, vous voulez un truc, vous mettez Iris dans le thème astral, il n'y a pas de problème. Monsieur De Seine va vous mettre son Iris dans votre thème astral, il n'y a pas de problème, il va vous étudier l'Iris dans votre... L'arrivée, alors bon, on va prendre l'exemple que vous prenez, l'arrivée, Monsieur De Seine me met mon Iris dans mon thème natal, je vais vous dire une chose, je vais vous dire une chose, ne va pas forcément me défaire toute la construction qui a été faite, elle m'amène un complément. Une connaissance bien particulière. Donc si vous voulez, on ne casse pas le château de cartes pour autant. Pas, non, on n'est pas en train de dire ça. Il dit simplement que c'est facile, pratiquement c'est facile de mettre des choses, de rajouter des choses dans le thème astral. Ça pose pas de problème, parce qu'on est dans une spatialité. Dans une spatialité, il n'y a aucun souci à rajouter des choses. On a encore de la chance de ne pas être dans l'astrologie chinoise. C'est presque plus d'une centaine de points qu'ils étudient. Alors nous, avec nos 12 ou 15 points... Oui, non mais ça vous rassure. Oui. Donc je vais vous dire une chose, ça va. On a encore de la marge. Oui, enfin, c'est l'astrologue breton Jean Billon qui disait à quelqu'un qui lui demandait combien de points il utilisait. Ah oui, les astéroïdes. C'est un spécialiste des astéroïdes. Oui, notre ami le spécialiste français des astéroïdes. Et il disait, quand je suis pas en forme 2, le Soleil et la Lune, et quand je suis en forme 300. Ah oui. C'était une jolie réponse. Oui, non, mais effectivement, il n'y a pas de souci à les utiliser. Dans le thème astral, à la différence de l'approche cyclique, où on essaie de comprendre des phases, comme c'est spatial, on peut en rajouter autant qu'on veut. Comme c'est interactif, on peut en rajouter autant qu'on veut. Mais il y a quand même une logique cohérente à traiter les choses les unes après les autres. Comme je vous disais tout à l'heure, on commence pas par analyser pour voir comment quelqu'un fonctionne dans son fort intérieur. On va pas commencer par la carte de fortune, ni par Iris, ni par autre chose. On reste aussi avec... Si Iris est très bien aspectée... Mais c'est pas par là qu'on va commencer. On va commencer quand même par la même technique que les anciens, c'est-à-dire les luminaires, les planètes rapides, et cette notion-là. Donc il y a quand même une hiérarchie, il faut pas tout mélanger non plus, parce que c'est justement pour ça que dans l'astrologie on trouve tout et n'importe quoi. C'est quand même aussi l'apport d'informations qui viennent en termes... Alors qu'elles soient qualitatives, c'est une chose, mais il y a une chronologie dans ces qualités-là, et qui est à prendre en compte. Je ne sais pas si tout le monde suit votre exemple, mais effectivement, oui. Parce que si on sort de ça, on peut dire... Mais une fois que vous avez mis ça dans un thème, moi, personnellement, je vois, à ma connaissance, moi je connais très bien les astrologues, je crois que vous le savez,
ils n'ont aucun scrupule à dire que ce qui marque la planète dominante chez quelqu'un, c'est Uranus, ou que, enfin, je veux dire, il n'y a pas du tout cette frontière dont vous parlez, hein, dans la façon dont les astrologues travaillent. Vous avez... Bah, moi, j'aime bien la méthodologie. Moi, j'ai une formation mathématique, donc je suis très dans la méthode. Voilà. Je commence par les premières choses qu'il y a à voir et je vais comme ça. Mais ça ne correspond pas à la réalité de la pratique astrologique aujourd'hui. Ça, c'est fini, ça, c'est fini. Vous n'avez qu'à... je travaille à l'ancienne. Oui, d'ailleurs, j'aimerais bien que vous nous montriez vos livres, là, parce que ça m'est pas... Oui, si c'est pas pour vous demander votre bibliothèque, parce que ça paraît très... monter avec votre caméra, oui, non, mais bien sûr. dans le bureau. Ah non, mais bien sûr, parce que, d'ailleurs, comme vous êtes là, on va profiter largement, surtout que j'ai pris du temps. Excusez-moi, je vais aux toilettes. J'ai envie d'aller un peu plus loin, et c'est vraiment un ouvrage de vulgarisation, je dirais, qui était très intéressant, mais qui était, je dirais, qui ouvrait différentes portes. Le tout est de susciter la curiosité. Oui, oui. Mais moi, je pourrais vous dire aussi quel est le premier livre qui m'a amené à l'astrologie. C'est l'ouvrage de Maurice Privat de 1935, que j'ai trouvé dans la bibliothèque. Oui, il y a des fois un livre où on va voir... C'est grâce à ce livre que j'ai pu faire de l'astrologie, parce qu'avec d'autres ouvrages, j'aurais peut-être bloqué. Parce qu'il était particulièrement clair au niveau des calculs. Moi, j'ai fait une formation de chinois. Moi, je suis une personne qui a fait des études beaucoup de chinois. J'ai fait 6 ans. À l'époque, moi, j'avais trouvé ça. Pierre Lassalle. Ça parlait d'un peu de tout. Audition de vécu. Moi, ça permettait de dresser un thème, ça permettait de voir les... c'est un rendez-vous, un livre. Hein. Il y a un moment où, hop, un ouvrage qui est bien expliqué, c'était un aspect de base où on rentrait pas en détail dans tous les domaines, mais où on donnait tous les tiroirs ça décrivait assez bien la bibliothèque. Alors lui, il propose quelque chose de très particulier, Monsieur Lassalle, il propose de regarder les figures qui sont formées dans le thème. Oui, aussi. Alors ça, je suis moins partisane de ce genre de choses. C'est quelque chose que je ne suis pas, ça. Ah oui. Non. Non, parce que figure, oui, mais figure entre quoi peu importe. Puis, oui, voilà. Hein, donc, effectivement, il y a des thèmes qui, à première vue, il y a même de toute façon des voyants qui utilisent des thèmes, des cartes, hein, on est bien d'accord sur le terme, des cartes pour évoquer des voyances. Bien sûr. Vous avez des médias qui utilisent ça comme support. Oui, différents types d'oracles. Là, bon, des notions, oui, effectivement, on les voit, là, des configurations comme ça qu'il utilise sur des... Mais alors, vous nous disiez que vous préfériez commencer par les planètes traditionnelles. Alors, où est-ce que c'est... non, les planètes traditionnelles, c'est pour un être, il est né à un instant. Asseyez-vous, monsieur de Seine. Un être, il est né à un instant T. Un être, c'est quand même, les luminaires sont quand même en départ capital. Alors c'est pas forcément les planètes dominantes. Moi je sais que sur d'ailleurs la base de cette méthodologie-là, moi j'utilise, c'est-à-dire je classifie, que je vous explique un petit peu si on peut aller jusque-là. Oui. C'est-à-dire que quand je reste un thème natal, je vais voir si les degrés sont amis ou ennemis de la planète qui les occupe. Ensuite de ça, la vitesse moyenne de la journée, au moment où c'est fait, donc il y a des planètes qui perdent des points et des planètes qui en gagnent. Ensuite de ça, l'aspect oriental et occidental des planètes, qui d'ailleurs, d'après leur qualité, n'est pas la même pour toutes. Et donc déjà, on arrive à un certain total de points par planète, et puis après ça, je rajoute la notion terrestre, les maisons, le positionnement, les aspects qu'elles ont entre elles, le lieu qu'elles occupent dans la maison, un premier décan d'une maison 5 ou un deuxième ou un troisième, et pour finir, je crois que c'est tout, on réadditionne tout ça, et puis on a quand même à ce moment-là effectivement des planètes qui ressortent fort en hausse et les autres fort en baisse, voire négatives. Vous intégrez aussi les planètes transsaturniennes dans vos calculs. Oui, sauf Pluton. Pluton pour un thème natal d'une personne, je ne dis pas. Par contre, je vais prendre en compte les aspects que le Soleil va faire à Pluton. Et oui, voilà, c'est que l'idée était dans les planètes rapides vont faire ces planètes-là. Mais la position de Pluton en signe pour un individu m'interfère peu. Alors, je crois que chez Nicolas, il y avait aussi à un moment donné ce qu'on appelle le calcul de la dominante, avec des coefficients numériques. Il y a beaucoup d'écoles d'astrologie qui utilisent des calculs de dominante. C'était une mode à une époque, je ne sais pas si ça se fait toujours. C'est toujours d'actualité, je pense. Là, vous évoquez l'astrologie conditionnaliste. C'est vrai qu'il y a une grande importance donnée à la hiérarchie planétaire. Oui.
mais c'est vrai dans une certaine mesure aussi pour André Barbeau, qui s'attache à considérer les planètes angulaires. Oui, aussi. Certains travaillent avec des maîtrises, il y a différents systèmes. Oui, oui, on rajoute tout ça, on qualifie, on quantifie tout ça. Vous êtes tenté par cette façon de procéder, Noël? Oui, parce qu'on est obligé, comme vous le disiez, vous l'évoquiez tout à l'heure, l'astrologie est un gros melting pot, on peut tout mettre dans le même panier et faire un gros mix de tout ça. Donc il faut quand même garder une méthodologie très précise et une hiérarchie dans ces méthodes de travail pour arriver à une essence beaucoup plus subtile. Oui, mais alors cette méthodologie dont vous parlez, elle prend en compte justement la totalité de ces facteurs. La totalité de quels facteurs? Elle quantifie tous les facteurs qui sont disponibles dans le Elle quantifie une quantité, une certaine, pas tous, mais une certaine quantité de facteurs. Et alors après, effectivement, on peut rajouter un petit peu de là, on retombe encore une fois dans l'usage de l'informatique éventuellement. C'est-à-dire qu'on n'a plus peur d'avoir un certain nombre de facteurs. Finalement, on peut même les quantifier, et puis on arrive finalement à quelque chose de cohérent. Mais on est bien d'accord que vous, au contraire, vous prenez la totalité un très grand nombre de facteurs. Bon, c'est ça. Vous avez raison de citer Jean-Pierre Nicolas, en fait, qui est allé très loin dans cette direction, effectivement, parce que en hiérarchisant les planètes, ça lui permet aussi de hiérarchiser les niveaux qu'il appelle R, E et T, qui sont c'est sa base de travail. Grand R, petit E, petit R, grand T, il y a six familles, et ces familles aussi sont quantifiées de la même façon à partir de cette hiérarchie planétaire, et c'est vrai que ça donne des portraits simples mais très très justes. Même y compris en informatique. Il part de la complexité pour arriver à une certaine forme de clarté. De simplicité. C'est ça, c'est toujours cette espèce voilà, c'est ça. En fin de compte, plus on est dans la complexité, plus. Tout à l'heure, je vous disais, même au niveau de l'astrologie mondiale, à un moment donné, à force d'être dans la complexité, on est quand même attiré par cette idée de mais peut-être qu'on arrive dans une nouvelle phase, un nouveau ère du Verseau, etc. Donc c'est toujours cette espèce de. Dans mon logiciel Galilée, je hiérarchise par exemple les aspects. Et ça me paraît absolument fondamental d'être capable de dire que tel aspect, tel carré ou telle opposition, tel trigone est particulièrement important parce que c'est relié au luminaire, parce que c'est angulaire. Et l'élément dans lequel ça va se situer aussi, Donc on est quand même bien d'accord qu'au bout du compte, finalement, on tient compte dans le thème astral de tout ce qu'on veut. De ce qu'on choisit pour faire au mieux notre métier. Non, je veux dire, on peut très bien utiliser comme Uranus, Neptune, il n'y a pas de problème. Pour vous, c'est pas un problème. Si c'est la planète la plus importante, non, parce que tout à l'heure, on disait, on s'en tient à Saturne. Regardez, un carré, on va donner un exemple tout bête, un carré d'Uranus au Soleil va pas du tout avoir le même impact chez une personne où Uranus a fait très peu de vagues dans son thème natal et une personne qui va être très sensible à cet Uranus dominant. Donc de toute façon, là encore, importance de la connaissance, comme disaient les anciens, du thème natal avant d'aller faire quelques prédictions ce soir. Donc il y a une hiérarchie, de toute façon dans la science, il y a toujours une hiérarchie dans l'approche de la science. Oui, mais on peut aussi dire l'inverse, on peut dire aussi qu'il faut d'abord étudier les grands cycles avant d'aborder le thème natal. Tout dépend si on parle du collectif ou de l'individuel. Oui, mais l'individuel, il se situe dans le collectif, ce n'est pas du contraire, madame. Il y a des milliards de gens sur cette planète. Bon, alors, soit on étudie ces milliards de thèmes, ou bien alors on commence déjà par décrire les processus collectifs avant d'aborder le cas de monsieur un tel ou monsieur X. Il ne faudrait quand même pas. S'il y a hiérarchie, c'est d'abord le global et après l'individuel, et pas l'inverse. De toute façon, l'individuel dépend du collectif. Bon, donc commençons pas par le thème natal. Pour un individu qui vient. Même pour l'individu, il dépend aussi. Ne faisons plus d'astrologie. Pardon? Ne faisons plus d'astrologie. Commençons par inscrire l'individu dans le collectif, avant d'aborder son thème. C'est ce que monsieur fait très bien avec l'étude de ces cycles lents. Non, attendez. Si l'étude des cycles que vous faites, là on est plus dans la notion du collectif et des cycles longs. Bien sûr, mais donc là le collectif, on le ressent. Quand un astrologue, Jacques reçoit un client, il est quand même tenu de s'intéresser particulièrement au cas de son client. Non, mais croire que le cas de son client n'est pas tributaire du collectif, c'est une erreur majeure. Oui, mais ça, il va l'intégrer dans son discours. Non, mais il va pas. Non seulement le collectif non astrologique, mais même le collectif astrologique. Si tant est qu'il ait les instruments pour.
Ce qui n'est pas certain, parce qu'il y a le collectif non astrologique, on peut très bien dire, voilà, on est dans une période de non, mais crise. pourquoi pas. Bon, c'est vrai que pour revenir à la lunaison de juillet, où on rentre dans une période, entre guillemets, anxiogène sur le plan astrologique, c'est vrai que les astrologues vont fatalement, dans leur discours, être amenés à intégrer cette dimension Tout à fait. de ce moment. Ouais. Ce qui me fait d'ailleurs peur dans ce moment-là, c'est aussi les naissances qui vont avoir lieu à cette période-là et qui vont, lorsque ces carrés oppositions vont se passer à l'ascendant, au milieu du ciel et tout ça. Là, on risque d'avoir quand même des notions de thème natal un peu difficiles à gérer. Donc, je voudrais revenir sur ce que vous disiez sur les échéances, Madame Noël. Donc, bon, parce qu'autant parler concrètement des choses. Donc, effectivement, le fameux problème de l'euro, là, parce qu'on a été un petit peu interrompu. L'euro, pourquoi l'euro? C'est vous qui parliez aussi de ce que disent les Russes, etc. Alors, essayez de revenir un peu sur la crise de l'euro. Pourquoi l'euro? Mais parce que c'est une institution et le signe du Capricorne est quand même lié à tout ce qui est le plus solide, qui est les institutions, les États, l'administration, les notions comme ça. Vous avez l'astrologie mondiale, si on prend le cas de M. Barbeau, M. André Barbeau, à ma connaissance, il n'accordait aucune importance au fait qu'une planète soit dans un certain signe. Enfin, je vous le dis en passant, ni ses travaux, en fait, tous ses travaux d'Alcalir, tous ses Pourquoi à ce moment-là? Non, mais je vous le dis, c'est une régression. Je le signale que cet intérêt. Par exemple, M. Barbeau est le premier à dire que le cycle Jupiter-Saturne, par exemple, sur le plan économique, a son importance. Oui, mais pas par rapport à un signe donné. Le problème, c'est que là, ce qui est intéressant, c'est qu'on régresse, on est dans une régression scientifique au niveau de l'astrologie mondiale, parce que dans les années 60, 70, 80, 90, etc., la règle du jeu en astrologie mondiale, c'était pas du tout ça. Quand Barbeau a fait la prévision sur la 1989, il n'y avait pas du tout question de tel signe zodiacal. C'était la conjonction Saturne-Neptune. Lorsque Barbeau écrit son livre Astrologie d'histoire, etc., il n'est pas question une seconde, à une seule page, du zodiaque. C'est la concentration des... Non, mais je vous le dis. Alors, non, mais je vous dis que là, il faudrait quand même savoir aussi qu'il y a une histoire d'astrologie mondiale, et que cette histoire d'astrologie mondiale, et d'ailleurs, on parle beaucoup actuellement du zodiaque. Michel Gauquelin, dans ses statistiques, ne parle pas une seconde du zodiaque. Je vais revenir. André Barbeau, dans ce travail d'histoire ne parle pas une seconde du zodiaque. À la question que vous... Donc, la résurgence du zodiaque, c'est quelque chose d'étonnant. Parce que le zodiaque, c'est quelque chose qui est tellement contestable. La division en 12 signes, il y a des tas de problèmes. Dire le zodiaque, c'est le point faible, c'est le maillon faible de l'astrologie. Alors, est-ce que vous me permettez de répondre à votre question? Oui, oui. Voilà. Donc je reviens à la question que vous posez en ce qui concerne l'euro, et je pense qu'il y a deux cycles planétaires qui sont importants, Jupiter-Saturne d'une part, qui est traditionnellement lié à des problèmes d'économie, c'est là où je citais Barbeau, parenthèse fermée, le cycle Jupiter-Uranus aussi, et il se trouve que cette période de fin juillet va cristalliser ces deux cycles en fait, va montrer une tension au sein de ces deux cycles. Et c'est bien pour cette raison que s'il y a un danger maximal, s'il y a une vague, une déferlante qui pourrait éventuellement faire basculer l'euro, mais pas nécessairement, comme le disait Mme Noël, à juste titre, ça dépend de ce qu'on va tout simplement décider et gérer. Mais ça peut aussi dépendre de l'astrologie, ce qu'on va décider et gérer, c'est assez naturel. Alors tout d'un coup, on introduit des facteurs non astrologiques, je ne sais pas très bien, je n'ai pas compris là, excusez-moi. Je vois pas en quoi. Alors moi, je vais me faire. Alors là, moi je me trouve. Alors on est là front renversé là, parce que je me dis justement comment on va gérer, etc. Ça, c'est de l'astrologie justement. Alors vous dites ça dépend, ça c'est un facteur qui dépend d'autre chose que de l'astrologie. Alors ça devient comique à ce moment-là. Alors justement, précisément, comment les choses vont être gérées, c'est catégoriquement cela que l'astrologie peut nous dire. Alors vous dites non, il y a les astres, et puis on verra comment les gens vont gérer ça. Finissez, parce que vous n'aviez pas terminé votre exposé par rapport à ça. Non, je pense que je pense qu'on très sincèrement que dans cette lunaison, on va être confronté à des difficultés inattendues. Alors, je vais aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a une méthode que j'ai utilisée très longtemps dans l'astrologie pratique, où j'avais pris la rubrique d'astrologie mondiale, entre autres. Et cette méthode consiste à confronter les lunaisons à une carte d'astrolocalisation du monde. L'astrolocalisation, c'est une projection
une projection de la sphère céleste sur la planisphère, sur le globe terrestre. C'est une méthode qui a été surtout développée au départ par des Québécois, des Canadiens, et que l'informatisation aujourd'hui permet d'utiliser maintenant couramment. Sinon c'est trop long, enfin on n'utilisait pas sans ordinateur, c'est trop long à faire. Il y a quelque chose qui me frappe dans cette pleine lune. Je fais une petite parenthèse. Tout à l'heure, on citait Haïti, par exemple, au moment du cycle. C'était un cycle Saturne-Pluton, je crois. Oui. Et Pluton, il y avait Mars aussi en action à ce moment-là. Et le séisme s'est produit très exactement au moment où où Saturne, qui était dissonant, passait au milieu du ciel de Haïti. Et ça, sur une carte d'astrolocalisation, ça se voit très bien, je veux dire. Ouais. On a la vision dans l'espace. Et là, pour la lunaison du 26 juillet, je suis frappé par une chose, c'est que cette conjonction Jupiter-Uranus touche le Moyen-Orient. Et pour être très très précis, Uranus va se trouver sur le canal de Suez et Jupiter en Israël. Et les flottilles iraniennes sur les côtes de Gaza. Et ils arrivent là cette semaine, je crois. Donc là aussi. Je pense que ça peut être de cet ordre-là, la difficulté de ce moment. Oui. Et tout ça pour illustrer, on verra bien si effectivement cette bande de Gaza peut... Puisqu'on a aussi le problème du canal de Suez, c'est que c'est aussi le cheminement de peut-être le bateau iranien, j'en sais rien. Enfin, on peut de toute façon, ils sont partis, partis, donc ils vont bientôt arriver. Mais alors, justement, la question que je vous posais, c'était justement... on va essayer de rester sur la question de la crise de l'euro. Hein. La crise de l'euro, quel est le calendrier de la crise de l'euro? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment... Bon, il est probable qu'il y a un moment... Alors, il y a deux questions qui se posent. C'est quand est-ce que ça va arriver à un seuil où effectivement il y a des pays qui sortiront de la zone euro, par exemple, je ne sais pas. Et puis deuxièmement, est-ce que cette situation va s'arranger par la suite? Est-ce que c'est le fameux problème, je ne sais pas si vous connaissez les problèmes. Toute situation finit par s'arranger. Non mais s'arranger dans le sens où on va retrouver l'Europe, parce que c'est une crise de l'Europe, mais c'est aussi une crise de l'Europe, de l'Union Européenne, d'une certaine manière. Combien de temps va durer cette crise de l'Union Européenne, si tant est que la crise au sens de l'Union, c'est-à-dire ce phénomène de l'Union qui est en cause, hein. Donc il y a une crise de la notion même d'union. Moi j'ai pas fait le thème de l'Europe mais Mme Noël évoquait la marée tout à l'heure, et c'était tout à fait à juste titre, et puis il peut y avoir une vague déferlante à un moment donné, précis. Oui. Et ensuite, forcément, il y a une notion d'accalmie. Oui. Le problème est de savoir si cette vague, qu'on peut situer pour moi autour du 25 tout à fait, du 26 juillet, du 25 au 31, cette vague déferlante va-t-elle balayer l'Europe, faire sauter la digue en fait, ou pas? Ça, je pense que tout simplement, ce n'est pas écrit. Je veux dire, c'est pas l'astrologue. Enfin, pour moi, il est très difficile de dire si la digue, le rempart va résister. Rond ou pas. Et ce qu'on sait, c'est qu'il y aura très très probablement, pour moi, une attaque de l'euro et de l'Europe localisée autour de cette lunaison. Non, mais je suis d'accord. Non, mais c'est pas sur ce point-là que je vous interroge. Hein. De toute façon, il y aura certainement quelque chose, plus ou moins grave, qui va se produire. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, en tant qu'astrologue, vous avez la responsabilité aussi de nous dire combien de temps cette situation qui va dans le sens d'un démembrement ou d'un démantèlement, à quel moment cette situation va repartir dans le sens inverse? Mais vous avez la responsabilité je vous pose la question, madame. Alors, est-ce que vous avez les outils ou la démarche dans ce... Moi, je vous ai dit tout à l'heure. Attendez, excusez-moi, je voudrais réécouter. Attendez, en septembre, c'est... Oui, et par contre, le CAC 40 est très attaqué, surtout l'automne. Donc il y aura forcément des conséquences économiques de ce... Donc si je comprends... Attendez, donc si je comprends bien, je traduis bien, vous êtes en train de nous dire que d'ici la fin de l'année, on va retomber dans une phase qui sera favorable à une sorte de resserrement de l'Union Européenne? Ah non, on parle pas... Non, mais attendez, moi je vous pose des questions précises. Je voudrais savoir, au niveau conceptuel, comment ça va. Alors, combien de temps va durer ce processus qui va dans le sens de centrifuge, hein, et à partir de quel moment on va à nouveau dans un sens centripète?
Voilà, question que je pose. Peut-être que le centripète ne sera pas possible. Bon, voilà, alors vous considérez qu'il ne sera peut-être plus possible. De toute façon, chaque situation qui va être connue ne sera pas la même que celle qui a précédé. De même que vous nous dites à juste titre que les menaces actuelles centrifuges seront plus ou moins fortes et auront plus ou moins d'impact, il est évident qu'il y aura également, à terme, des processus qui eux-mêmes aussi auront un impact varié, en sens inverse. De toute façon, l'époque actuelle là est du même acabit que la fin des années 30, avec un poids dans l'histoire qui va avoir des répercussions encore très longues, mais c'est un poids, on en parlera. Ça va pas être un petit événement qui va arriver comme ça avec les subprimes qui tombent. Parce que 1989, c'était pas important, Madame Noël. Là, on est dans une autre. On est dans une autre. On est dans la politique. On est dans. Pardon. On n'est pas dans. On n'est pas dans la notion. Ah bon, d'accord. Alors, j'aime bien. On est dans l'économie, on n'est pas dans la politique. Qu'est-ce que ça veut dire? Les deux sont liés. On est dans la politique en 89, mais on n'est pas dans l'économie. Et aujourd'hui, on n'est pas dans la politique. On n'est pas dans la notion financière. Ah non, mais écoutez, alors, donc vous ne voulez pas. Moi, j'aime bien l'allusion de Madame Noël pour compléter ce qu'elle dit aux années 30. Et tout ce que ça a conduit avec la Guerre mondiale, etc. On ne peut jamais retourner la même situation qu'on était avant. Il y a une chose qui me fascine, moi, dans les rythmes planétaires. J'ai fait d'ailleurs récemment un article sur les polyèdres chez Durer, etc. C'est certaines magies qui se produisent dans le ciel, comme par exemple que la planète Vénus, une étoile à 5 branches, produit le nombre d'or physiquement dans ses conjonctions avec le Soleil dans le ciel. Les conjonctions supérieures se font en étoile à 5 branches et dessinent une spirale dorée au fil du temps. Et en ce qui concerne Jupiter-Uranus, puisque là on est dans une lunaison importante, ces conjonctions Jupiter-Uranus se produisent tous les 14 ans. Et tous les 14 ans, ça se décale de exactement 2 signes. C'est-à-dire que Jupiter-Uranus dessine une magnifique étoile à 6 branches, un magnifique hexagone dans le ciel, et qui est d'une très grande stabilité. Donc ça m'a fasciné, ça fait partie de mon article sur justement l'aspect de recherche géométrique chez Kepler. Et il aurait été très intéressé par Jupiter-Uranus, malheureusement Uranus n'était pas découvert à ce moment-là quand Kepler a travaillé. Il était découvert juste après d'ailleurs. Mais pour revenir à ce Jupiter-Uranus, comme tous les 14 ans ça se décale en étoile à 6 branches, qu'est-ce qui est comparable avec cette conjonction Jupiter-Uranus actuelle dans le ciel, c'est-à-dire à quel moment ça s'est reproduit après avoir fait le tour de l'étoile à 6 branches, eh bien c'était la conjonction Jupiter-Uranus de 1928. C'est vrai que ça nous ramène à ce contexte qui a conduit à la crise de 29 et qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Et cette étoile à 6 branches miraculeuse dans le ciel, que décrit dans ma vision mystique de l'astrologie, dont je ne me cache pas et que j'assume également, cette étoile à 6 branches me paraît un grand symbole. Voilà. Et cette magie de l'étoile à 6 branches fait que la conjonction Jupiter-Uranus actuelle est absolument, nous ramène en fait à une phase très très similaire à celle de 1928. C'est pour ça que j'aime bien votre allusion dans le contexte actuel. Non, enfin, en l'occurrence, dans le cas de la crise de l'euro, c'est bien la crise aussi de l'Union européenne, hein. C'est pas seulement une crise économique. C'est une crise d'une institution. Et c'est une crise, comme il y en a eu beaucoup, dans d'autres domaines, dans d'autres pays. C'est ça, il faut répondre, entre 1930 et 2010, il s'est passé beaucoup de choses. Il s'est passé beaucoup de choses, il n'y a aucune raison de s'intéresser spécialement à 1930. Il y a au moins eu 10 ou 15 événements majeurs entre-temps qui sont... par exemple, je sais pas, la dislocation de l'Empire. On est dans les mêmes configurations astrologiques. Attendez, alors on a un point de vue astrologique. Ah oui, c'est ça. Ah ben oui, mais alors attendez, alors là ça devient amusant. Pourquoi a-t-on les mêmes configurations actuellement qu'on avait dans les années 30? C'est pour ça qu'on fait ce rapprochement. Oui, d'accord. La conjonction Jupiter-Uranus de 1928. Il y a beaucoup de configurations qui existent. On pourrait trouver autre. S'il n'y avait pas la conjonction Jupiter, s'il n'y avait pas cette conjonction, on pourrait en trouver. Mais non, mais il y en a plusieurs. Voilà, donc mais parce qu'on trouve toujours quelque chose. Vous prenez deux dates précises, vous trouvez toujours quelque chose qui est commun entre ces deux dates, Madame. Non, là c'est quand même la notion d'un cycle qui se répercute quand même. Le cycle Jupiter-Uranus, il a lieu tous les 12 ans. On vient de vous le dire. Mais là, on a quand même un Pluton carré à Uranus qui n'est pas laissé de côté. Le cycle complet dessine une étoile à 6 branches et la dernière fois que Jupiter-Uranus
Uranus se sont, comme aujourd'hui, retrouvés au début du signe du Bélier, au même point du zodiaque, avec une étoile à 6 branches fermées, donc le tour complet du zodiaque, Oui, c'était en 1928. Oui. Alors, donc, si je comprends bien, ça signifie que... Qu'on se sert des signes du zodiaque, contrairement à ce que vous préconisiez tout à l'heure. Non, moi je ne disais pas, je vous dis simplement que c'était rejeté de l'astrologie mondiale pendant très longtemps. Par qui? Par certains. Non, par les gens qui considèrent. Par les gens qui considèrent. Qui sont importants dans ce milieu, effectivement. Voilà. Bon, et maintenant on revient à une symbolique qui est le zodiaque. Il faudrait alors pourquoi expliquez-vous d'ailleurs que tant que Pluton était en signe de feu, on a eu le feu partout sur la planète? Et que là, subitement, il rentre dans un signe de terre, dans une pipe, ça se met à trembler, il n'y a plus de feu nulle part. Attendez, on n'est pas sorti de cette période. Ah si, non, on y rentre. Bon, alors on n'est pas sorti. On en a encore pendant 15 ans. Eh bien, vous n'en savez rien de ce qui va se passer. On a multiplié les tremblements de terre en l'espace de 3 ans. Vous savez rien de ce qui va se passer d'ici la fin du passage de Pluton dans ce signe. Et puis bon, le feu, bon... On en reparlera. Oui, c'est ça, on en reparlera. Bon, d'accord. Mais enfin, bon, cette idée de... Bon, c'est vrai que le zodiaque, autant... Et sans parler du zodiaque, Jacques. Le zodiaque, c'est la partie la plus discutable de l'astrologie. Et donc, si vous ne parlez plus du zodiaque, vous ne parlez plus des constellations qui en font le sens. Donc, on parle de quoi, alors? On parle des conjonctions entre... Quand monsieur parle de Jupiter-Uranus, il parle de conjonction, il ne parle pas de zodiaque. Mais il est possible que le fait qu'elles se produisent au même point du zodiaque ah oui, ça c'est possible. Le même point, un point du zodiaque, ça n'est pas le zodiaque. Parce que justement, là vous n'êtes pas en train de nous parler, de l'entrée dans un signe, d'accord? Il se trouve. C'est la question. En 1928, comme aujourd'hui, la conjonction Jupiter-Uranus se fait au même endroit. Oui, voilà. Au début du signe du Bélier. Et avec un Pluton qui est dans son signe opposé. C'est un fait. Puisque Pluton était en Cancer. Donc vous attachez de l'importance à l'entrée, au fait, alors pas cette conjonction vous attachez de l'importance au fait que la conjonction ait lieu en début d'un signe. Oui, j'attache de l'importance. Non mais il faut le dire, que vous prenez vos responsabilités. Les anciens, le début du signe. Voilà, en plus, pour Jupiter et Uranus, c'est toujours des débuts de signes. Bon, certainement. Donc vous considérez que les débuts de signes bien sûr, les anciens nous parlaient, j'aime bien cette expression pour le cancer Capricorne, la porte des hommes et la porte des dieux. Voilà. Ah, c'est très joli ça.